Arrivé ici à Austin. Je suis arrivé lundi. J'ai Tony Parker qui m'a invité chez lui avant la course, donc on a bien profité. Il nous a emmené voir le match des Bucks avec Charles mardi, qui était vraiment incroyable. Il y a eu la remise des bagues, comme ils ont gagné le championnat la saison dernière, donc c'était vraiment top à voir. On a fait pas mal d'activités ensemble, tennis, beach volley, on s'est entraîné ensemble et tout, donc c'était vraiment cool. Et voilà, on est arrivé hier soir aussi. Sympa ce programme de Pierre Gasly, programme basket, mais moins sympa que le programme Formule 1 du week-end sur les antennes de Canal que vous découvrez. Ce programme qui vous attend avec la première séance d'essai libre, donc dans quelques instants, avec Julien Febvre évidemment aux commentaires sur Canal Plus décalé à 21h50, la deuxième séance d'essai libre. Demain, il y aura la troisième, vous avez l'habitude, ce sera sur Canal Plus Sport. Et puis les qualifs à 22h40, le Grand Prix, ce sera dimanche, bien entendu, le soir, en heure française. Il est 7h de moins ici à Austin. Ce sera à 19h50 pour la grille, 21h pour le Grand Prix. Et avant cela, il y aura un documentaire exceptionnel justement sur Romain Grosjean aux États-Unis en IndyCar. Romain Grosjean, ne ratez pas aussi ce moment. On est devant le garage, le stand de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton évidemment qui va essayer de reprendre des points à Max Verstappen. Il faut dire que c'est un circuit qui convient en tout cas historiquement plutôt bien au Mercedes. Ça s'était même très bien passé pour Lewis Hamilton qui avait fêté son titre de champion du monde juste à côté, ici à cet endroit-là, la dernière fois qu'il est venu. Alors c'est vrai que sur le papier, ce circuit va bien pour la Mercedes, mais sur le papier, c'est un vieux papier puisqu'il a plus de 2 ans. On sait que les motoplaces ont énormément évolué, les règles ont changé. Et puis cette année, sincèrement, pour trouver un circuit qui convient mieux à l'un qu'à l'autre entre la Red Bull et la Mercedes, c'est un petit peu compliqué. Je crois que les deux pilotes vont encore nous offrir un très grand spectacle ici sur le circuit des Amériques. C'est Valtteri Bottas qui s'était imposé en 2019. Il avait d'ailleurs dépassé Lewis Hamilton en toute fin de course. Valtteri Bottas, qui est d'ailleurs le dernier vainqueur en date en Formule 1, puisque c'était en Turquie il y a 15 jours. Et puis ça avait été aussi évidemment un moment particulier pour Lewis Hamilton, parce que c'est ici en 2019 qu'il avait remporté son 6e titre de champion du monde sur ce circuit. Sur ce tracé des Amériques, circuit des Amériques ici à Austin. On va écouter Valtteri Bottas justement sur son rôle pour Lewis Hamilton dans la course au titre de champion du monde. Il sait qu'il a un rôle très important, Valtteri Bottas. At the moment it's Lewis and Max realistically fighting for the world title, and the more I can steal points off Max and the more I can be in between Lewis and Max is always going to be better for him. So, and as a team, we're fighting for the constructors. So we're leading, but it's not a huge gap. So we basically need every point we can take. Sa référence la chaîne. Are you ready to sacrifice for him? Du moment qu'il n'insulte pas les gens, on va dire. There could be cases that would have to be done. Vous pouvez vous défouler sur lui, allez-y. N'hésitez pas. Il attend que ça en plus. On va découvrir le classement du championnat, justement le classement du championnat du monde, parce que c'est quand même Max Verstappen qui est en tête de ce championnat. Mais pour 6 petits points seulement, Franck, 6 points entre les deux. On va en voir un nouvel épisode ce week-end de cette grande bagarre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ouais, ça va être compliqué entre ces deux hommes. C'est pas celui qui va gagner le plus de courses jusqu'à la fin de l'année qui va gagner le championnat du monde. Je pense que ça sera vraiment à celui qui fasse le moins d'erreurs. C'est-à-dire qu'on va falloir ménager sa monture, faire attention aux pneumatiques, faire attention au moteur, ne pas s'accrocher. Il reste beaucoup de tension, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Attention à ces deux pilotes de pas une nouvelle fois, ça nous fait beaucoup de spectacles, mais ça ne va pas les amuser, de nouvelle fois s'accrocher, parce que ça serait catastrophique. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes sur cette piste, on va y revenir, mais beaucoup d'incertitudes aussi pour Max Verstappen, c'est ce qu'il nous confiait hier. It's a bit difficult, I think, at the moment to fully see how competitive we are going to be, but yeah, I expect to be good. Yeah, the last few races maybe haven't, let's say, been the best to us, but I think we again learned a lot also in Turkey, and we tried to do better, this weekend. It's going to be quite warm, so let's see how that is going to influence the car. The track is quite bumpy, so there's still a few unknowns also, because, the last time we were here was 2019, so we don't really know how the track is at the moment. Dans moins de 5 minutes, ce sera le début de cette séance d'essai libre, la première séance d'essai libre ici sur le circuit des Amériques, avec Julien Febvre bien sûr. Et un petit nouveau, il va faire baisser la moyenne d'âge des équipes Canal sur la Formule 1. C'est Théo Pourchère. Théo Pourchère, le pilote Formule 2. Ça va Théo, vous êtes prêt pour cette première avec Canal? Salut à tous, je suis prêt, je suis ravi d'être ici. Et pour moi, c'est un Pour autre exercice, mais bon,
Je suis bien Pardon, accompagné par le pro. Ah ouais, bienvenue, c'est vous le pro. Et on est heureux de partager ça avec vous, Théo, ce week-end. Merci d'être à nos côtés. Alors vous êtes avec nous ce week-end, mais vous allez vite reprendre le volant parce que vous êtes en plein championnat de F2 avec déjà 2 victoires à votre compteur. Monaco début mai, puis Monza un petit peu plus tard. C'est une saison qui pour l'instant se passe bien globalement. Ouais, ça se passe très bien. Voilà, j'ai pas eu de chance avec cette blessure au milieu de l'année qui m'a coûté un peu 2 courses, radius cassé, mais bon, j'ai quand même été le plus jeune poleman de l'histoire, plus jeune vainqueur de l'histoire de la F2, donc ça s'est plutôt bien passé. Et on attend les 2 dernières courses avec impatience, Antoine Franck. Et on peut retirer les masques. Bravo Franck. On peut retirer les masques dans le paddock quand on ne bouge plus. Ça c'est une nouveauté et finalement le monde de la Formule 1 qui redevient un petit peu plus comme avant. Ça nous fait plaisir et vous allez pouvoir en profiter, Franck, parce que vous allez pouvoir vous balader dans la voie des stands dans quelques instants pour la première séance d'essai libre, pour la deuxième aussi, la troisième aussi d'ailleurs. On revient comme avant. Vous allez pouvoir nous montrer plein de choses. Ce circuit, on continue d'en parler. Circuit bosselé, c'est vrai. C'était catastrophique. Alors c'est vrai que c'est un circuit que tous les pilotes adorent, mais c'est un circuit qui est vraiment pour les pilotes vraiment problématique au niveau des bosses. Alors le circuit des Amériques, ils ont essayé de faire plein de choses. Ils ont essayé de resurfacer, ils ont essayé de changer le goudron. Sauf que la fois où ils sont passés avec le MotoGP, Fabio Quartararo a tellement mis un coup de pression au circuit que depuis ils ont fait un changement. C'est-à-dire qu'ils ont râpé, on peut le voir sur ces images, ils ont complètement râpé le circuit, une sorte de grosse lime qui est venue lécher toutes les bosses. Sur le papier, ça s'est amélioré, mais à chaque fois qu'ils ont fait ces opérations-là, ils ont dit que ça s'améliorait, et à chaque fois, ça s'est pas représenté sur les faits. Donc on va voir ce que les pilotes en disent durant les premiers tours. Et justement, écoutez, les pilotes, ils ont fait leur tour à pied hier. Alors évidemment, c'est pas forcément le plus révélateur, mais en tout cas, ils vont nous dire ce qu'ils pensent de cette piste et ils sont assez partagés sur le sujet. Après, je me rappelle qu'il y a 2 ans, c'était assez bosselé. Mais bon, je trouve que c'était pas plus mal. Ça donnait une identité à la piste et c'est vrai qu'il fallait aussi des fois peut-être éviter une certaine trajectoire pour éviter une bosse. Ouais, c'est une piste particulière, aussi assez compliquée avec toutes les bosses qu'il y a. If the MotoGP did a race 2 weeks ago, I think it's going to be much easier to do it for us with 4 wheels. So it's not going to be a problem. It's going to be okay. Ça va être violent pour la mécanique, pour nous. Mais je pense que ça amène du caractère ça va toujours à des pistes. Voilà, moi j'aime pas quand c'est trop lisse. Of course, if they get too big, then it starts to be a problem for us, for the cars. But I think it's still fine. So I think it's a great track, and I'm looking forward to get out. We want the cars to be as fast as possible, as much grip, as smooth as possible, and it feels amazing to drive. But sometimes, when you have these bumps, these difficulties, it adds a new element of excitement, and you have to change your approach with the driving, with the setup, and I enjoy that challenge. Voilà, Franck, ça y est, je vous lâche. Vous faites pas de bêtises, hein. Je vous lâche dans la voie des stands. Vous avez votre chasuble, parfait. Vous êtes bien déguisé pour nous montrer évidemment tout ce qui se passe dans cette voie des stands pendant la première séance d'essai libre. Allez, on vous laisse y aller. Franck, et je vous passe la main, évidemment. Julien Febvre, Théo Pourchaire pour cette première séance d'essai libre du week-end ici à Austin. Merci Antoine, et c'est vrai qu'on a hâte de retrouver Franck dans la voie des stands. On a hâte que ces monoplaces prennent la piste d'ici quelques instants. Théo Pourchaire, déjà un premier mot sur ce tracé, beau tracé, réussite architecturale que ce tracé des Amériques. Ouais, clairement, c'est un tracé fait pour la Formule 1 avec des beaux virages rapides, des beaux enchaînements, des beaux S. Voilà, le premier secteur est vraiment très beau. Et bon, voilà, c'est très long. Il doit pas être simple physiquement non plus. C'est sûr. Mais voilà, ça a l'air d'être ça. Moi, j'ai jamais eu la chance de rouler à Austin. Ça viendra, vous verrez, ça viendra. J'espère. C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Non, c'est vrai que ce tracé est magnifique. Oui, il y a des bosses. Alors, on va découvrir d'ici quelques instants si les quelques travaux effectués par les organisateurs de l'épreuve ont payé ou non. Quelques endroits ont été limés, poncés dans certains virages. On verra le phénomène sur les monoplaces. On se rendra vite compte avec vous, Théo, du comportement de ces monoplaces une fois qu'elles partiront à pleine vitesse. Des mesures aérodynamiques sur la monoplace de Sergio Pérez, le Mexicain, qui a un rôle extrêmement important à jouer dans cette fin de championnat pour aider Max Verstappen autant qu'il le peut. Il doit au maximum se mettre à son service. Sa monoplace ce matin, puisqu'il est 11h30 heure locale à Austin, est équipée de petits râteaux de sonde Pitot ou de sonde de Kiel pour mesurer le flux et l'écoulement du flux aérodynamique sur cet aileron avant. C'est Mercedes qui a d'ailleurs apporté un nouvel aileron avant il y a quelques semaines de cela et qui l'optimise. Vous voyez ces 2 antennes. C'est important, ça en fin d'année, voilà, ça va être serré la bataille entre Red Bull et Mercedes. Et ils essayent de chercher
optimiser leur voiture au maximum et puis Pérez et Bottas vont être super importants dans cette bataille, dans cette course au titre. Les coéquipiers avec un rôle important à jouer. Les conditions météorologiques d'Austin, elles sont plus estivales qu'attendues par le passé. Il fait exactement 26 degrés dans l'air et 30 degrés au sol. Bien plus chaud qu'attendu à cette période de l'année au Texas. Et les premiers pilotes qui effectuent une sortie de stand, tour de reconnaissance avec un panel de pneus assez large, puisque que ce soit le pneu dur, médium ou tendre, eh bien les trois sont représentés sur les différentes voitures. On précisera que Pirelli, alors que Max Verstappen s'installe dans sa monoplace en leader du championnat du monde, on précisera que Pirelli apporte ce week-end ici une gamme de pneus, on va dire intermédiaire. Ce n'est pas la gamme la plus tendre, mais pas la plus dure non plus. Le C2, C3, C4 pneumatiques utilisés ici. Vu la connaissance que Pirelli a du circuit, eh bien ils estiment ne pas avoir besoin d'amener ici les pneus les plus durs. Les Mercedes sont avantagés sur ce circuit. Focus sur l'aileron avant de la Mercedes. On ira observer ces ailerons chez Mercedes avec Franck Montagny d'ici quelques minutes dans la voie des stands. Mais c'est vrai qu'il y a des configurations aérodynamiques assez différentes chez les deux pilotes. Fernando Alonso est arrêté dans l'échappatoire au point mort. Ça ressemble pas à une sortie de piste, mais à un problème. Alors on a le logo mais on n'entend pas la radio de l'Espagnol et ça provoque un drapeau rouge. L'endroit où est situé Fernando Alonso nécessite maintenant l'intervention du drapeau rouge, en tout cas le brandissement du drapeau rouge. C'est à la sortie du virage numéro 12 qu'Alonso est arrêté au bout de la longue ligne droite, boucle de ceinture détachée. Ça par contre c'est très dommageable, Théo, de perdre une grosse partie, si ce n'est toute la séance d'entrée de jeu. C'est clair, c'est pas bon de commencer le week-end comme ça. Et c'est un circuit, voilà, ils ne sont pas allés l'année dernière, la F1, donc il fallait absolument rouler, faut rouler, il n'y a que 3 séances, enfin que 3 séances, c'est quand même pas mal, mais bon, toutes les heures comptent, après, y a tous les tours comptent, et aussi, non, c'est dommage de commencer le week-end comme ça. Et le moteur il s'est Honda lancé avec de la gomme rouge, Fernando Alonso. Il s'est lancé notamment pour étudier la dégradation des pneus sur cette piste qui a été resurfacée sur 40% environ de sa surface à différents endroits du circuit. Franck, justement au niveau du stand Alpine. Ah bah moi déjà je suis très heureux de pouvoir revenir sur la pit lane, ça va être juste génial, on va pouvoir voir plein de choses. Alors je sais même pas si je suis encore dans le coup parce que les voitures ont tellement évolué, on a tellement peu eu l'occasion de voir que je pense qu'on va beaucoup gambader pendant cette séance. On va attendre Esteban Ocon qui va venir se placer sur ses marques. La nouveauté cette année, vous savez que l'année dernière, ou il y a plusieurs années même, la seule équipe qui faisait ses rentrées au stand un peu en biais comme ça, c'était Alfa Romeo. Et bien cette année, vous pouvez le voir dans la continuité, toutes les écuries ont décidé en fait de mettre la voiture un petit peu en biais. Ça permet de moins braquer à l'entrée, d'être un petit peu plus droit. C'est un petit peu plus facile pour le pilote. Et du coup, c'est un petit peu mieux. On a ici, bien sûr, on attend toujours Esteban qui doit se balader tranquille sur le circuit. Vous voyez que le stand ici derrière, en fait, on est du côté de Fernando Alonso. J'ai pu discuter avec le mécanicien pour l'instant, ils savent absolument pas ce qui s'est passé sur la voiture. Et puis toujours la même programmation ici, les ailerons qui sont dédiés aux différents pilotes. Là on est chez Fernando Alonso, le 0,3 et le 0,1, donc il a le deuxième sur la voiture, et puis à côté on a Esteban Ocon qui est là avec le 0,1 et le 0,3 également. Ces deux sets d'ailerons sont exactement les mêmes, sur l'un comme pour l'autre. Et puis ici cette partie qui est un petit peu particulière, on l'a réglée de manière différente. Vous avez eu l'habitude ces derniers temps d'avoir ici à l'intérieur une mousse qui est rose, et cette année en fait ce coup-ci elle est bleue tout simplement parce qu'il fait chaud, donc il faut que cette mousse elle absorbe un petit peu. Vous avez aussi à l'intérieur ici ces petits morceaux là qui sortent un petit peu pour appuyer un petit peu plus la tête du pilote. Et puis voilà, on va revenir sur Esteban Ocon qui va arriver à l'instant même. J'attire quand même votre expertise sur un autre point parce qu'on vient de nous montrer en gros plan la voiture de Fernando Alonso. Ça coulait abondamment sous la voiture, plutôt un liquide verdâtre. Ce serait quoi selon vous, Franck ? Ouais, refroidissement en toute logique, si c'est bien verdâtre comme ça peut être de l'huile aussi, mais ça beaucoup moins gai quand c'est de l'huile, c'est un bloc moteur qui a cassé, mais on aurait vu la fumée, donc en toute logique c'est plus du refroidissement, on espère en tous les cas que c'est ça, et puis on aura vite l'information. Merci Franck en tout cas pour cette première venue dans la voie des stands et ô combien plaisante de vous retrouver dans cette voie des stands. Oui Théo, on voyait le gros plan, ça coulait beaucoup sous la voiture, vous rejoignez l'avis de Franck? Ouais, je pense, après ça sent pas bon, ça c'est sûr. En plus on a vu que Fernando avait utilisé tous ses composants moteurs, donc ça peut annoncer probablement une pénalité de place sur la grille. Mais bon, ouais, c'est clairement pas très beau à voir à mon avis pour Alpine.
La radio qu'on n'a pas pu capter tout à l'heure était simplement une demande immédiate de l'ingénieur de Fernando Alonso lui disant stop the car, stop the car. Il a évidemment obtempéré immédiatement à l'indication de Karel Loos, son ingénieur. Et effectivement, on voit la fuite sous la voiture. Et donc s'il y a fuite, ça veut dire qu'il y a rupture d'une pièce quelque part. Alors est-ce que c'est une simple déconnexion dans de la tuyauterie pour parler de manière simple? Dans ces cas-là, ce serait un moindre problème. Maintenant, s'il y a un trou dans un élément important et que quelque chose s'en échappe, là, ça devient beaucoup plus inquiétant. Vous l'avez dit, Théo, on atteint les limites cette année des éléments moteurs chez les uns et chez les autres. Certains l'ont même dépassé. C'est déjà le cas chez Red Bull et chez Mercedes notamment. La fiabilité qui est un point inquiétant, notamment dans le camp Mercedes, où l'un des nouveaux moteurs utilisés par Bottas n'a couvert que 900 km avant de devoir être changé. D'un côté, on les voit avoir gagné beaucoup de vitesse de pointe, c'était le cas notamment au dernier Grand Prix où Lewis Hamilton a surpris tout le monde avec des vitesses de pointe plus élevées que ses adversaires alors qu'il avait plus de braquage d'aileron. Mais est-ce que c'est au détriment de la fiabilité? C'est toujours le compromis à trouver, Théo. Ça c'est sûr. Après voilà, j'ai regardé les interviews et on a vu Red Bull qui s'était un peu énervé à propos de ça. Ça me faisait un peu rire, cette guerre, elle est un peu marrante, mais c'est vrai que Mercedes arrive aussi à la limite des composants moteurs, donc la fin de saison risque d'être très très chaude. La séance, donc pour l'instant, interrompue au drapeau rouge dans l'attente de l'évacuation de la voiture de Fernando Alonso. Ce sera fait d'ici quelques instants. En attendant, eh bien, Pierre Gasly vous parlait tout à l'heure de son voyage et de son quasi road trip jusqu'à Austin. Un autre pilote était avec lui, c'est Charles Leclerc, à qui il est arrivé différentes péripéties avant de pouvoir rejoindre Austin. Écoutez le parcours mouvementé de Charles Leclerc pour rejoindre le Grand Prix des Amériques. Alors ça n'a pas commencé de la meilleure des manières parce que je devais prendre un vol pour Londres et ensuite pour Austin et j'ai jamais réussi à prendre ce vol parce que les documents apparemment n'étaient pas bons pour la personne qui devait me laisser rentrer dans l'avion. Mais bon, avec ces mêmes papiers, j'ai réussi à aller à New York. Donc les papiers étaient bons, mais bon, ça s'est pas super bien passé. Ensuite, je suis arrivé à New York pour la première fois, donc c'était l'opportunité de voir cette ville magnifique. J'y suis resté un jour. Où j'ai pratiquement fait, pas tout New York, mais j'ai fait en tout cas toutes les choses qu'il y avait à faire là-bas et j'ai adoré. Et ensuite, avant-hier, je suis allé à Milwaukee avec Tony, Parker, avec Pierre. Et c'était juste incroyable. C'était la cérémonie de remise de la bague des vainqueurs du championnat de la saison d'avant. Et c'était juste une soirée incroyable. Et là, maintenant, me voilà à Austin, prêt pour rentrer dans la voiture demain. Et dès quel périple? Eh bien voilà le parcours de Charles Leclerc qui a tenté de rejoindre ce tracé du mieux qu'il pouvait. On parlait de fiabilité, Théo, on l'a appris et d'ailleurs à l'instant où j'allais vous en parler, on voit sa voiture. George Russell sera pénalisé sur la grille de départ de ce Grand Prix changement de moteur au-delà des limites autorisées, des quotas autorisés. Quota, c'est le nom du circuit, mais c'est aussi des limites de pièces à utiliser. Il a un très beau casque, George Russell, ce week-end. Beaucoup de pilotes ont choisi ce Grand Prix des États-Unis pour apporter un design de casque un petit peu spécial. En attendant, changement de moteur pour George Russell, il partira du fond de grille et puis ce sera sans doute la même chose pour Sébastien Vettel qui a déjà annoncé hier que le dimanche de course s'annoncerait un peu plus compliqué pour lui avec un changement moteur. Reste à savoir si ce sera un changement complet avec toutes les pièces qui vont autour et là qui vous oblige vraiment à être en fond de grille ou alors simplement 10 places de pénalité pour seulement le changement du moteur thermique, ce qu'avait fait précédemment Lewis Hamilton. Mais voilà, fin de saison, difficulté dans les équipes à tenir les quotas, justement, les limitations de pièces. Ça va repartir dans moins d'une minute maintenant dans cette séance, perturbée très tôt donc par ce drapeau rouge. On avait à peine vu les premiers pilotes effectuer leur tour d'installation. Théo, c'est le cas de 3 pilotes, c'est le cas de Yuki Tsunoda, de Nikita Mazepin et de Mick Schumacher qui effectuent leur début ici. Je suis toujours étonné, mais finalement il vous faut peu de temps pour découvrir un nouveau circuit. Et sur quoi vous vous concentrez quand ce sont vos premiers tours sur une piste que vous ne connaissez absolument pas? Oui, bien sûr. Après, en venant de la F3 et de la F2, en F2 par exemple, on n'a que 45 minutes d'essai libre et on arrive parfois aussi sur des nouveaux circuits. On est obligé de s'adapter très vite et l'avantage de la F1, c'est d'avoir 3 séances d'1 heure. On passe quasiment 10 trains de pneus en F1 avant la qualif. Donc c'est plus simple, on a plus de temps pour apprendre, ça c'est une certitude. Et après, il y a le simulateur qui nous aide. Ça c'est voilà, le simulateur nous aide énormément et
Et après, bon, le pilote doit s'adapter le plus rapidement possible. Mais on arrive en quelques tours seulement à être à 95% du potentiel de soi-même de la voiture de la piste. Pas tout à fait. Il faut du temps, il faut rouler. Et bon, après voilà, il y a des pilotes qui ont des coéquipiers plus expérimentés, donc ça aide. Franck, on vous a aperçu sur les écrans du signal international. Vous êtes au départ, à la sortie de la voie des stands. D'ailleurs, la Mercedes qui a énormément patiné. On a George Russell avec son nouveau casque qui vient de se positionner juste un petit peu plus loin, qui va embêter un petit peu tout le monde. Puis derrière, beaucoup de pilotes. On va s'attarder ici sur Valtteri Bottas qui a un nouveau casque. On va attendre un petit peu que ça décolle devant, mais c'est important, c'est de voir ce que ça donne au niveau des Mercedes. Comme tendre pour Valtteri Bottas. Vous pouvez voir que c'est du gomme plus dur, énormément de patinage pour la Haas, beaucoup de régime moteur pour Valtteri Bottas. Il y a beaucoup de patinage aussi. Ici, vous voyez, il y a une montée absolument énorme ici. Alors le problème, c'est pas la montée. La problématique que ça va donner, c'est tout simplement que ça va freiner très tard. Vous le voyez sur le côté, on a un panneau 100 mètres, 150 mètres, ça c'est un repère de freinage. Les pilotes vont freiner après le panneau 100 mètres. Si on freine très tard comme ça, c'est parce que ça monte, on est littéralement écrasé dans la voiture. Mais ce qui donne aussi un petit peu moins de temps pour dépasser un adversaire. Donc le freinage ici, il est super chaud pour dépasser. C'est chaud et tout va se faire au départ. C'est très très large ici. Donc forcément, tout le monde va essayer de s'engouffrer. Non pas une ligne, mais plusieurs lignes d'affilée. Donc le départ en Formule 1, il va être super important. Et je pense que Théo a fait pas mal de départs avec l'Alfa Romeo, donc il peut nous en parler un peu. Parlez-nous des procédures de départ, Théo. Alors non, justement, c'est le seul truc que j'ai pas fait. Des procédures. Après, la première journée dans une F1, j'étais un peu débordé. Je veux dire, déjà juste de piloter la voiture, de m'améliorer dans cette voiture, c'est tout ce qu'on a fait. On rappelle que vous avez vécu votre première expérience au volant de l'Alfa Romeo il y a quelques semaines. C'était à Hungaroring, après le Grand Prix. Exactement. Donc c'était le 4 août, lors de la journée Pirelli. Nous, on était sur le circuit, mais je testais pas les pneus de l'année prochaine. C'est beau. Et ça s'est super bien passé. C'était une journée incroyable. J'oublierai jamais. Et la F1, il n'y a pas plus vite au monde. Je peux le confirmer. C'est incroyable. De quoi est venue la claque finalement? Parce que vous pilotez déjà une voiture extrêmement puissante, la F2, mais qui est une monoplace, qui génère de l'appui aérodynamique. Mais d'où vient la claque quand on passe cette marche si grande? Pour moi, il y a deux gros points. Il y a les freinages, c'est vraiment impressionnant. La F1, ça freine super tard. Et les virages rapides, les grandes courbes. Bon, à Hungaroring, il n'y en a que deux. Mais j'ai pris une claque, bien sûr. Sur les freinages et les virages rapides, c'était impressionnant. Le physique, le coup, le soir, le lendemain, c'est comment? Je peux plus bouger. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Ah ouais, non, c'était violent. Et depuis, j'ai pas arrêté de travailler la nuque. Voilà. Vous le saviez avant, hein, on vous avait prévenu. Mais on a beau se préparer au maximum, il n'y a que la F1 qui permet. Force G, donc c'est que quand on roule en réel. Alors, préparation, alors que le premier quart d'heure de cette séance s'achève, il va rester 45 minutes. Préparation d'un tour rapide d'ici quelques instants pour Max Verstappen. Il est chaussé de pneumatiques tendres. Théo, on parle de votre expérience au volant de l'Alfa Romeo Sauber. On parle de votre filiation avec cette équipe, puisque vous faites partie de la famille Alfa Romeo Sauber. Vous faites partie de cette académie. Et évidemment, on attend avec impatience d'avoir des nouvelles. On va crever l'abcès tout de suite. On va tout de suite poser la question. Est-ce qu'il y a des choses à l'heure qu'il est? Nous sommes le 22 octobre, 18h44. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut dire aujourd'hui sur votre futur, Théo? Pour être honnête, moi aussi je suis un peu dans le flou. J'ai eu des discussions avec les patrons, que ce soit Frédéric Vasseur, Beat Zender. On a eu des discussions, on a déjà eu des plans, ils m'ont proposé des plans pour le futur qui sont intéressants. Après, moi je pense avoir fait une bonne saison. J'ai pas eu de chance, c'est vrai, avec la blessure, tout ça. Je peux les comprendre, la décision doit être prise prochainement. Mais il reste quand même 2 courses de Formule 2. C'est 65 points par week-end. Et pour moi, je peux toujours gagner ce championnat. Donc je donnerai tout et on verra ce qui va se passer. Théo, dans vos propos, on comprend que la porte titulaire va peut-être pas s'ouvrir tout de suite, mais qu'il y a une vraie volonté de continuer à collaborer avec Alpha et que dans un deuxième temps, c'est peut-être là que la grosse opportunité viendra. C'est un peu ce qu'on comprend dans ce que vous dites. Non, bien sûr, ils ont mis de l'argent sur moi, ils financent une grosse partie de la saison. Donc Alfa Romeo, Sauber Academy, et veulent continuer avec moi, ça c'est sûr. Après, on va voir ce qui va se passer dans le futur, mais pour le moment, tout se passe bien. Moi, je suis focus que sur la F2. C'est ce qu'il faut. Exactement. Et voilà, aller remporter un titre, que ce soit vice-champion ou champion, je serai très content.
Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment, le championnat de F2 qui va se poursuivre en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi sur les 2 dernières épreuves en concomitance avec la Formule 1, bien sûr. Vous êtes actuellement 5e de ce championnat F2. Vous êtes à 15 points du podium, à 58 points de la tête. Il reste beaucoup de points à distribuer, c'est vrai. Et vous avez encore l'occasion de faire impression. Maintenant, on sait aussi que le temps presse en F1. Il se passe beaucoup de choses autour d'Alfa Romeo et on aura l'occasion d'en reparler tout au long du week-end, notamment de rapprochement avec Andretti, le célèbre nom et patronyme américain. Et tout cela, évidemment, va engendrer peut-être certaines décisions dans le futur. Mais vous nous avez rappelé à l'instant, Théo, l'attachement que Alfa Romeo Sauber a avec vous. On observe les limites de la piste ici parce qu'elles seront scrutées par les commissaires sportifs avec déjà cette sortie du virage numéro 9. On le connaît, ce virage, il vous emmène, Théo. On a envie de garder beaucoup de vitesse, mais il va falloir se retenir d'aller trop loin aussi à l'extérieur à cet endroit. Ouais, bien sûr, il est compliqué. Voilà, on voit que ça monte, il y a un peu de dévers avec le vibreur qui vous pousse à l'extérieur. Et donc, il va falloir faire gaffe en qualification, surtout à pas se faire annuler un tour. Il va falloir exactement faire très attention et garder ses roues à l'intérieur des limites du circuit. Et il y aura également un autre endroit qui sera surveillé sur cette piste, c'est la sortie du virage 19, virage très rapide avant le dernier virage, le virage numéro 20. Ça, du coup. C'est pas la télé, Nikita Mazepin, on le disait, il fait partie des pilotes qui découvrent ce circuit. Il découvre même, Nikita Mazepin, les États-Unis. Jamais il n'avait eu l'occasion par le passé de se rendre aux États-Unis. Donc c'est une première à tous les niveaux. Pour lui, autre pilote qui découvre ce circuit ce week-end, c'est Yuki Tsunoda, le coéquipier de Pierre Gasly chez AlphaTauri. AlphaTauri, où vous vous trouvez justement, Franck. Tout à fait. Exactement, et Nikita Mazepin ici il va adorer. Parce qu'il y a des stands de tir, on peut même tirer avec des chars dans le coin. Donc je pense que franchement ça va lui convenir comme un gant. On est chez AlphaTauri ici, vous savez que c'est une équipe que j'adore parce qu'ils sont un peu sans chichi ici. On n'est pas dans les grosses équipes, donc on peut vraiment vous montrer l'envers du décor. Vous me faites chier hein. Et là vous m'entendez, c'est le mec. Un stand ici, on a 80 personnes par écurie. Non pas dans le stand, mais au total avec les chefs cuisiniers. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. Pas beaucoup de monde, c'est à cause du Covid. Ici, là c'est mieux ou pas? C'est des mécaniciens, vous voyez au c'est l'emplacement de Pierre Gasly qui est là. Sur le côté gauche, c'est son armada privé, c'est son ingénieur de piste, plus son ingénieur technique et un data ingénieur qui est sur le côté. Donc c'est vraiment la garde rapprochée ici avec beaucoup d'écrans, on en parlera tout à l'heure. Si on se retourne derrière là-bas, vous avez vous avez tous les chefs, le team manager, le muret des stands, les ingénieurs principaux, donc c'est un peu particulier. On a la même chose, exactement la même chose ici de ce côté, du côté de Yuki Tsunoda. Donc on va continuer avec sur le côté gauche, c'est la même chose, super Gasly. Vous voyez qu'on a un ingénieur, ça c'est l'ingénieur moteur. On a un Franck il va fermer sa gueule. Forcément pour que les mécaniciens puissent se regarder un petit peu. Si on s'avance encore un peu, vous verrez c'est vrai qu'il hurle derrière en fait c'est la partie des VIP. C'est là où on invite, où on peut faire venir quelques personnes importantes. C'est important pour l'équipe, ça permet tout simplement de faire un petit peu de business, c'est important pour la Formule 1. Et puis derrière vous avez cet écran important avec beaucoup de données, beaucoup de data. C'est comme ça qu'on fait beaucoup de comparaisons avec les pilotes. Alors qu'il y a un crash avec la Ferrari, je vais vous redonner la main. Allez, merci Franck, et pendant que vous nous décriviez tout cela, eh bien, Charles Leclerc est parti à la faute dans une section à haute vitesse. On a vu le décrochage de la monoplace, Théo. Ouais, c'est ça exactement. C'est très bosselé à cet endroit aussi. Donc voilà, c'est les S, donc ça passe d'un gauche à droite, à gauche à droite. Et vous pensez que ça peut être une bosse? Il est très enthousiaste, Montagny. Probablement, voilà, ça, au point de corde, vraiment l'arrière a dû sauter un peu. Il a pris un petit coup de survirage et ensuite la F1 ça va très vite. Il a voulu contrebraquer, mais bon, c'était trop tard. Et là, les pneus sont non, restés ça bloqués va pas être possible ce soir. J'ai quelque chose de prévu, donc je peux pas. Pour Charles Leclerc, ce n'est pas un tour à c'est le problème aussi des horaires comme ça, c'est en pleine soirée. 25.8. Lewis Hamilton qui va essayer de fixer une deuxième référence puisqu'il a déjà à l'heure actuelle le meilleur tour en piste en 37,260. Le record de la piste appartient à son coéquipier Valtteri Bottas en 32,0. Alors vous nous dites souvent sur les réseaux sociaux pourquoi vous dites 32,0 et la course aussi, et les P3 aussi. Ça veut dire quoi? On rajoute pas la minute devant parce que on sous-entend qu'il est évident que c'est 1 minute 36. Donc lorsque vous nous entendez parfois dire par exemple à l'instant même un 36,8 d'Hamilton, c'est bien 1 minute 36 secondes et 8 dixièmes, mais dans le jargon voilà, 36,8. Et souvent les ingénieurs vous demandent de respecter des temps en piste pour ne pas dégrader trop les pneus, et en disant un petit 36 ou un petit 39 ou un 36 haut, voilà des indications. On oublie le chiffre devant qui est d'1 minute.
avec quelques beaux les ralentis horaires pour déjà, nous, c'est des abusé. placements de monoplace, Ouais, de contact avec le surtout sol, à bien 23 sûr, ans, les le qualif, voitures c'est qui chaud, quoi. rebondissent un petit peu sur ces bosses. Vous êtes chez C'est Ferrari un peu avec dur, le ouais. retour de Charles Leclerc, Franck. La course à 21h, On c'est est chez parfait, par Ferrari contre. avec, du on va dimanche. regarder un petit peu les pneus avec nos confrères aussi qui sont là de la télévision anglaise. Alors il y a deux grosses marquages sur l'avant, donc je vous confirme que la voiture ne repartira pas avec ses pneumatiques. Par contre au niveau des gars il n'y a rien, on a un fond plat qui est absolument nickel, que ce soit à droite ou à gauche, aucun souci, l'aileron avant non plus. Donc ils vont juste changer les pneus, c'est dommageable bien entendu parce que vous savez qu'on a un quota de pneumatiques qui est important, il faut le respecter. On ne peut pas passer un nombre de pneus comme ça et c'est vrai que les deux pneus avant sont morts, donc je pense que les pneus arrière c'est la même chose. La voiture va être démontée un petit peu, on va essayer de la nettoyer, on va enlever tout ce qui est gravier dans cette voiture là parce que c'est ultra important, il ne faut pas qu'un gravier vienne se poser dans le pédalier par exemple, et puis ça va repartir pour Charles. Ouais, un train à oublier pour lui. Oui, le retour au t'inquiète stand pas. du jeune pilote monégasque qui effectivement. Tu sais, c'est bien d'être célibataire aussi des fois. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Dans une zone Tu n'as aucun compte à rendre à personne, hein. Ça c'est pas mal. 23h, on va être à fond pour la pole et après KO, oui. En 25-8. Ouais. Alors, le problème c'est que pour le débrief des qualifs, je ferai ça le dimanche matin du coup, pas le samedi soir. Le temps qu'ils écrivent toutes les réactions du pilote, il sera 3h du mat. Mais un petit peu à l'image du raidillon de Spa-Francorchamps, et ça vous pouvez nous le confirmer Théo. Le jour où on le voit en vrai, ce raidillon, on réalise à quel point c'est un mur physiquement parlant. Ouais, clairement, c'est vrai qu'à la télé ça rend non, toujours un peu pas plus, voilà, ça monte moins. Ça écrase un peu. Il y a ce dégagement pour pas quand même qu'il crée des racetracks. Ça monte énormément. Même si Alonso a réussi à le faire tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on s'en rend compte aussi au simulateur. Mais Spa, voilà, même le track walk, il est impressionnant. C'est physique de faire le raidillon à pied. Mais c'est un très beau vue. C'est des virages incroyables. Donc c'est beau. Alors, des informations à vous donner d'ordre technique, puisque, je vous parlais du changement de moteur de George Russell et de Sébastien Vettel. Il y a un troisième pilote qui va changer de moteur. Devinez Théo. Il est allé Bottas. Valtteri Bottas change non de moteur pour Valtteri Bottas. Mais j'ai dit ça pour troller en plus. Changé pour Valtteri Bottas ce week-end. Bah c'est une blague. Alors soit on joue avec les éléments moteurs, mais je vois pas pourquoi on jouerait sur les éléments moteurs du. Mais c'est pas possible. Qui a dû là éviter plusieurs voitures dont oh là là. Ou alors il y a une vraie inquiétude de fiabilité parce que ça fait beaucoup de moteurs changés par Valtteri Bottas sur les dernières courses. Mais à quoi il joue chez Mercedes là? Ouais, c'était. Je sais pas s'il a fait une erreur ou s'il y avait une mésentente avec Hamilton, mais. Ouais, oubliez pas les pronos aussi. Pas bon d'avoir du même si bon là, ça va, il y a le temps. C'est du genre à vous énerver, vous? N'empêche, je suis Alpha depuis l'an dernier, c'est abusé combien de fois. Ah ouais, c'est trop. Se gêne un peu, vous êtes du genre à rager sous le casque, Théo? Un peu, je pense que c'est beaucoup. Non, mais attendez, Bottas, il joue chez Mercedes. On veut faire un tour clair, on veut faire le meilleur chrono possible. Et dès qu'un pilote vous ruine le tour, c'est pas simple, mais bon, il faut réussir à. Et à chaque fois, ils annoncent ça pendant les essais libres, ça c'est une manie aussi. Incroyable. Alors que l'on suit le tour de Sergio Pérez, on travaille chez Aston Martin, Franck, sur la voiture de Sébastien Vettel. Il y a plein de choses qui se passent en fait autour de nous, c'est absolument génial. Ici sur la voiture, on est en train de changer des cales de carrossage. Ça change un petit peu la géométrie du travail. Ça va permettre d'absorber un petit peu mieux les bosses. Ça va permettre aussi à la voiture d'avoir un petit peu plus de travail. Je peux pas vous dire si on en rajoute ou si on en enlève parce que je vois pas la dimension des cales, mais il faut savoir que ces cales, ils vont se placer juste à l'intérieur, là sur le morceau un petit peu à doré, le morceau qui est un peu couleur alu. Entre ces passes-là, c'est des cales qui vont faire entre 1 mm et 0,5 mm. Donc c'est très très fin et ça a changé la philosophie de la voiture. Ça va permettre tout simplement d'avoir un petit peu plus de travail sur le milieu du virage, à être un petit peu plus sous contrôle du travail. Et ça c'est sympa. Et puis à l'instant aussi, vous voyez ici on a des caméras thermiques qui prennent la température du pneumatique. Il y a des mécaniciens qui tournent la voiture avec un petit coton-tige imbibé d'essence et on nettoie ces caméras. C'est ça la F1 qu'on aime, c'est toujours méthodique et pointilleux. Franck, je vous fais forcément réagir à l'information que l'on apprend, à savoir un changement de moteur pour Valtteri Bottas. C'est le troisième changement de moteur en 4 courses pour lui. Il avait changé de moteur à Monza, en Russie, et il change à nouveau de moteur ici. Faut-il s'inquiéter? Comment vous analysez cette situation, Franck?
Ah, il faut s'inquiéter, je pense qu'il faut s'inquiéter. Alors il y a deux options, c'est où il pense qu'il peut devenir champion du monde et ils essayent de l'handicaper, ou alors il y a un vrai problème avec le moteur et ils essayent de comprendre tout simplement en analysant plus de pièces. C'est-à-dire on prend le moteur, on le ramène et puis on essaye de faire des changements au niveau de l'huile, au niveau du lubrifiant, au niveau des entrées d'air, etc. D'essayer de faire fonctionner d'une façon un petit peu différente pour voir les marquages que ça va donner au niveau de la chambre de combustion, au niveau des pistons, etc. Ce qui donne forcément des informations que l'on peut transvaser ensuite sur la voiture d'Hamilton pour essayer d'aller au bout avec le bon nombre de blocs moteurs, parce que forcément pour Hamilton ce serait beaucoup plus pénalisant. Je pense qu'on fait des essais tout simplement sur la voiture de Bottas, qu'on sacrifie un petit peu Bottas. On sait que les pièces ne peuvent pas être changées dans le moteur, c'est interdit, mais on peut changer quand même tout ce qui est autour, tout ce qui est périphérique du moteur. On peut alimenter le moteur de façon différente. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire avec Bottas. Et pour l'instant, merci Franck, pour l'instant, les documents FIA donc officialisent le changement de moteur. Il est en train de dire que Bottas, un sixième donc, mais pas certaines pièces de Bottas seraient remises sur celui d'Hamilton. L'exception d'un sixième jeu d'échappement, mais ça me ils paraît ont étonnant quand même. Jeux d'échappement par saison. Donc pour l'instant, ce serait une pénalité de 10 places sur la grille, sauf si bien sûr d'autres éléments viennent s'ajouter. On est en train de rapatrier la voiture de Fernando Alonso. C'est vraiment étonnant, hein, si ça n'est pas trop grave, il faut espérer pour le. C'est quand même fou qu'Hamilton n'a rien, mais Bottas tout le temps depuis. Hamilton a changé de moteur en Turquie quand même. Fonctionne bien sur la voiture de l'Espagnol, ça peut être précieux. Donc il fallait de toute façon. Bien sûr, voilà, tous les tours comptent. Ça fait mais bon là c'est pas normal, vraiment, il y a un problème. Je pense pas qu'il. Ou alors oui, comme Anthony a dit, peut-être que du coup. Il alimente, ce serait abusé de faire ça, mais je sais pas s'ils ont vraiment le droit, c'est étonnant. Vous en êtes tout près de la voiture de c'est très étonnant, après ils ont dû regarder le règlement à la loupe. Ils ont dû voir ce qui est autorisé ou pas. On leur fait confiance. Très récemment tout ce qui est autour du circuit. Donc il ne faut pas s'amuser à aller trop loin, à aller couper dans les extérieurs parce que le pneu forcément va récupérer cette peinture et après le développement et l'évolution du pneumatique va être différent. La voiture de Fernando, très sincèrement, j'ai inspecté tout ce qui est fond plat. Derrière il n'y a pas d'huile, donc c'est ou une gaine qui a cassé au milieu du châssis et ça a coulé directement à plat, ou alors c'est quelque chose qui est autre que le moteur. J'ai vraiment pas l'impression que c'est un moteur parce qu'au niveau de l'échappement, tout ça, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de liquide. Donc je suppose que c'est vraiment de l'hydraulique. Ça va prendre du temps, mais ça sera moins dur. Il faut espérer effectivement que ce soit moins grave. Alors, on n'a pas eu le temps de bien comprendre la radio de Carlos Sainz au moment de son retour au stand. Pour l'instant, Carlos Sainz navigue à la 12e position dans le classement, à près d'une seconde et demie du meilleur temps fixé par Lewis Hamilton. 3 pilotes, recordman des 3 secteurs. Ricardo dans le premier. Pour moi, ça se fait pas, t'imagines que Horner va faire le truc. Ouais, ça se trouve, Horner il va faire pareil, il va sacrifier Perez, changer des trucs. Bon après, c'est comme ça que ça se passe. 11h58, vous le voyez au fond du garage. C'est pas très fair play, c'est sûr. Pour démonter ça devrait être interdit. Si c'est vraiment ça, ça devrait être interdit. On sait pas si c'est vraiment ça. Les éléments de la voiture. Peut-être que les acquisitions de données ont déjà offert aux ingénieurs des indices quant à la panne éventuelle. Et c'est vrai que ça coulait assez fortement sous la monoplace de l'Espagnol. Le public attendu en masse sur le circuit des Amériques. On devrait battre ce week-end le record mondial. C'est marrant parce que personne ne l'annonce que au total, ce Bottas sont 360 000 personnes qui sont attendues sur le circuit des Amériques. Un truc incroyable, c'est fou. Lewis Hamilton qui optimise son entrée la poche, ça va pas dire si vous le travaillez Théo sur les 33 plutôt non. Oui, c'est alors juste avant beaucoup de celui-là ça va encore descendre dans les prochaines practices. Voilà ce dont Lewis Hamilton se plaint, il fait plus chaud que prévu et il se plaint de la surchauffe des pneus arrière. On ira bien sûr avec Franck Montagny tout au fil de ces séances analyser l'état des pneus. Oui, le travail sur l'entrée des stands. On verra déjà les chronos en P2. Très important, ça se travaille au simulateur, ça voilà, là, le trackball qui est important pour ça, pour repérer les nouvelles lignes blanches, où est situé le panneau d'entrée des stands. Et bien sûr en free practice on l'essaye plusieurs fois. Et c'est hyper important, hein. Il y a des gros dixièmes à gagner là-dessus. Et oui, on sait que lorsqu'une stratégie d'undercut ou d'overcut se joue, il faut non seulement bien réussir l'arrêt en lui-même, mais un tour d'entrée et un tour de sortie des stands ultra performants pour faire fonctionner ces éventuelles stratégies. Fin de la première demi-heure de séance qui a été interrompue, on le rappelle, au drapeau rouge pour évacuer la voiture de Fernando Alonso. On ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts, la question a été posée à Alpine. Alpine nous dit on est en train d'enquêter. Donc dès qu'on aura
évidemment plus Non, d'infos. j'ai dit 33-9. Et puis, pas 32-9. à noter que pour l'instant, Lewis Hamilton s'est montré le plus Ah rapide, non, mais 32 se c'est pas plaint possible. de la Je pense surchauffe pas que ce des soit possible. pneumatiques arrière. C'est un Ça me circuit paraîtrait Théo, qu'on trop dit rapide quand même. rear limited, donc la limitation de performance, elle vient de l'arrière de la voiture. Ah oui, non, commence à tu perdre parlais de de la Gabi, performance d'accord. d'abord parce que l'arrière Ouais, ne non, suit Gabi, plus, je pense pas Exactement, honnêtement. et là c'est un circuit, bon déjà il fait chaud, normalement c'est pas trop le cas à Austin. Ouais, mais bon, il y a cette quand même des période-là. limites physiques Et, après qui bon, entrent il y a en des jeu. virages quoi. rapides, beaucoup de virages rapides, le circuit Ils est peuvent pas non encore plus vert, tourner comme en on 10 dit, secondes. il n'y a pas trop de gomme, donc les voitures glissent un peu, ça doit être un peu plus verra. tendance sur virage, donc c'est un peu pour ça aussi je pense. La course ça va pas être simple avec la gestion des gommes, mais ça peut rendre justement cette course intéressante. On parlait du survirage, de cette tendance au train arrière de la voiture à décrocher, à déraper. Il y a aussi des styles de pilotage. Vous êtes plutôt quoi, vous, Théo? Qu'est-ce que vous préférez? Plutôt une voiture sous-vireuse ou survireuse? Moi j'aime bien la voiture parfaite. Équilibrée parfaitement. Exactement, mais bon ça n'existe pas malheureusement. Et non, bon après il faut s'adapter, c'est au pilote de s'adapter, c'est ça le plus important. C'est de trouver le bon compromis et après on fait avec ce qu'on a dans les mains, ça c'est sûr. Donc plutôt un pilote neutre. Exactement, voilà. Vous êtes fait pour vivre en Suisse, Théo. Vous êtes auprès d'une écurie suisse. Exactement. Pour l'instant, une écurie suisse. C'est ça. Ça va très bien, la neutralité suisse. Voilà. Sébastien Vettel en piste avec un record de premier secteur. En 25,8 également, une vitesse de pointe mesurée à 319 km/h. Lui qui, il y a 2 ans, eh bien, dès les premiers tours de course, déjà avait lâché prise au départ, n'avait absolument pas réussi à faire fonctionner sa gomme sur les premiers instants de piste. En fait, il aurait que 5 places de pénal. Cela masquait déjà un problème de suspension, en tout cas. Parce que c'est le deuxième exemplaire hors seulement, quota d'un truc qui est changé. Ferrari, Quoi. le pilote de la Scuderia Quand c'est le premier exemplaire hors quota, c'est 10 places. Et les exemplaires d'après, c'est 5 places. Se jouer des bosses ici, ça veut dire quoi, Théo? Ah ouais, bon, s'il perd que 5 places, bon, accepter qu'elle soit un petit peu plus. C'est pas très pénalisant du coup. Un peu plus flou, mais absorbant mieux les bosses. Oui, je pense qu'ils voilà, vont essayer d'optimiser ça. Et j'espère que ça va pas être dangereux. Ouais, 2 semaines, c'est bon, une c'est sûr. suspension comme c'est arrivé à Vettel en 2019 ou un pneu ou voilà, du moment que ça reste compliqué pour les écuries et les pilotes à s'optimiser sur ce circuit. Après, ouais, je pense que ça va pas être simple, ça va faire mal un peu à la tête. Je sais pas combien il y a de tours pour le Grand Prix dimanche, mais ça va pas être. Comme j'ai dit, du repos pour les pilotes. le deuxième exemplaire d'un élément parce hors qu'il venait quota, de c'est signer 5 le meilleur places. tour, mais regardez, on vient de lui l'enlever ce meilleur tour pour cette raison. Il est allé au-delà de la ligne blanche. On l'avait vu et observé avec vous, Théo Pourchère, il y a quelques minutes. Après, c'est Son le temps n'est Mexique, pas validé. effectivement. 1,36, 344. On va quand même se le noter ce temps parce que bon, d'accord, il gagne un petit peu de temps en allant sur les extérieurs, mais c'était une belle référence chronométrique en elle-même. Ça montre que la piste aussi, elle évolue très vite, la Théo. Bien sûr, ça évolue très vite et c'est vraiment dommage pour Vettel. C'est un peu trop de vibreurs à l'intérieur, ça l'a jeté un tout petit peu. Je pense pas qu'il ait gagné du temps, mais c'est comme ça. Eh oui. Track limits. Alonso toujours comment aussi. Putain, lui, il est grave. Alors je coupe mon son vite fait. Je vais faire la vidéo de Bottas qui prend une pénale du coup, et Russell en même temps. Donc s'il n'y a plus de son pendant 2 minutes, c'est normal. Hein. Restez bien là, je réactive tout ça dans 2 minutes. Je suis Charles Leclerc qui après son tête à queue, heureusement sans conséquence, si ce n'est pour son train de pneumatique, a pu repartir. Un bon tour pour l'instant, pas tant que ça. Hein. 25,9 le premier secteur, 38,5 le deuxième. Ça
se sont écartés autour de lui, mais ça gêne toujours le pilote, ne serait-ce que dans le champ visuel. Ça gêne énormément à ces vitesses-là. C'est vrai qu'en on-board on s'en rend pas trop compte, mais quand vous êtes dans la voiture à ces vitesses-là, voilà, vous êtes toujours un peu gêné, quoi. Vous avez peur de taper une autre voiture. Hop. Donc, bon, il s'est rien passé hein, pour 314 km/h de vitesse de pointe pour Verstappen. Il lui manque un peu de vitesse de pointe. Alors, peut-être recharger un peu plus l'aileron arrière. Ouh, ça glisse beaucoup. Par contre, là, les pneus arrière qui commencent à crier Mamma Mia là. Là, c'est sûr, là, il crie là. Ils sont pas en forme. Ah oui, là, la fin du tour est compliquée pour Verstappen. Les pneumatiques arrière, sans doute en surchauffe, alors que Lewis Hamilton va reprendre la piste d'ici quelques instants et vient de sortir des stands avec de la gomme neuve, nous dit Franck Montagny. Le dernier virage, assez lent, pour bien soigner la traction. Et c'est un meilleur temps tout de même pour Max Verstappen. 1:36.049, mais alors avec une grosse perte de temps dans les enchaînements des virages 13-14. On va revoir les moments forts du tour de Max Verstappen qui lui valent d'être le plus rapide pour l'instant sur ce circuit en 36.0. La montée vers le premier virage, les enchaînements rapides. Tac tac tac. C'est beau ces images. Hein. C'est beau, c'est beau. Pour nous c'est beau. Après pour l'écurie et le pilote, je pense pas qu'ils apprécient ça, mais les flexions de suspension, les torsions du pneumatique, il n'y a que le châssis qui reste parfaitement rigide. Moteur, 6e moteur, donc on vous l'a appris tout à l'heure. Il semblerait que ce soit 5 places de pénalité et non 10 pour Valtteri Bottas. Reste à savoir si pendant le week-end et avant la course, il sera décidé ou non de changer d'autres pièces. Mais quoi qu'il advienne, il y aura pénalité sur la grille de 5 places. Donc pour Valtteri Bottas dans un premier temps. Et on en restera là si d'autres pièces ne sont pas changées. Gomme neuve également pour le Finlandais. Hamilton et Bottas qui quelques instants après Verstappen ont donc l'occasion d'aller matcher, d'aller chasser le chrono du Néerlandais. 1:36.049, c'est le temps à battre. Ouais, il semblerait que les pneus surchauffent avec pas des mal. températures de piste qui continuent de monter à mesure que le soleil se dresse au-dessus du Texas. Il est maintenant 12h08 à Austin et il fait 33 degrés au sol. Bon, en Normandie il fait 10 degrés, donc si Austin nous envoie un peu de chaleur. Et on est dans la visière d'Esteban Ocon ce week-end. Alors cette caméra genre 7 degrés quoi, on est pas ça trop, c'est cool, là on apprécie surtout sur ce circuit, donc ça va être sympa de suivre ça. Ouais, on est heureux de retrouver cette caméra qu'on avait découvert. Moi je sais pas ce que je vais prédire. Le casque de Fernando Alonso, sûrement une dans celui 33 de aussi, George Russell, et désormais dans le casque d'Esteban Ocon. C'est un plan fabuleux. J'ai l'impression qu'il y a 2 écuries qui ont accepté de mettre cette caméra. ça me paraît un peu bizarre, mais oui. Et je pense que voilà, on voit bien le volant hein, quand même, on voit bien ce que le pilote fait aussi, donc ça peut se comprendre. Ouais, c'est quasi du doigt quelque chose d'important pour les équipes, c'est tout ce qui apparaît sur le fameux dashboard, cet écran. Et c'est vrai que les chiffres qui apparaissent dessus, eh bien les équipes n'aiment pas trop qu'on les voit parce qu'elles révèlent certaines stratégies de déploiement d'énergie. Alors qu'il y a un drapeau jaune mais très court dans le dernier secteur. Non, il revient ce drapeau jaune. C'est Mazepin qui est parti à la faute au virage 19. Ça ne concerne pas pour l'instant Ocon. On était avec lui dans le premier secteur. De drapeau jaune. Et comme on est dans le casque, on voit tout de suite où les yeux se tournent, hein, Théo. Exactement, c'est très intéressant. C'était très beau l'enchaînement DS. Et on voit que voilà, le pilote se projette loin et prépare en fait. Ouais, toujours, il a toujours cette un nuit, ou il deux s'est virages descendu d'avance. à 3 degrés ou 2 ici. Là, ça glisse un peu. C'était très froid là. Ouais. Très dur pour les pneus ici, la traction. Hamilton, record du premier secteur au même moment. Oui, on est toujours dans apparemment la ils ont un caméra et dans peu le amélioré casque ça. Après, voilà, c'est d'Esteban des Ocon. F1. C'est pas des motos GP, donc ça devrait être assez facile de rouler même avec des bosses. Pour le coup. Bon, pour l'instant, Verstappen, ça a l'air de bien se passer en tout cas. Mais Hamilton est en train d'améliorer là. Bottas le cobaye 7ème seulement. Et meilleur temps pour Lewis. Ouais, effectivement, une seconde là, waouh.
peut le dire. Norris qui sort large. Ça fait plaisir là. Oula, le très gros blocage de roue pour Lando Norris qui vient fumer son pneumatique avant droit juste avant le dernier freinage du virage 20. Gros blocage et ça lui ruine évidemment le tour. Pérez, deuxième temps derrière Lewis Hamilton. Et oui, Hamilton, au moment où on suivait Esteban Ocon, reprenait le meilleur temps de cette séance en 35,096. Pérez, deuxième plus rapide. Leclerc, quatrième avec une amélioration du chrono, mais battu à l'instant par Daniel Ricciardo. Ricciardo qu'on pourrait presque appeler l'américain, tellement c'est lui qui joue le plus le jeu lorsqu'il débarque à Austin. Ses chapeaux de cow-boy, Santiago et accent texan poussés au maximum. La barbe aussi taillée à la texane. Et Bottas qui prend le record dans le deuxième secteur maintenant, mais ça glisse là aussi. Là, ouais, la fin du tour est compliquée. Les pneus montent en température au fur et à mesure. Et voilà, à la fin du tour, c'est très dur sur les tractions. Sauf casse moteur peut-être. Ouais, attendez, hein, c'est que les essais. Hein. Pas de conclusion trop vite. Alors Bottas peut-il emmener sa Mercedes au meilleur temps? Et oui, Bottas meilleur temps, de mieux que Lewis Hamilton. Ça descend vite, hein, 874. Bien géré la sortie du dernier virage, même si ça glissait un tout petit peu. Il confirme qu'il se sent bien sur ce tracé. Valtteri Bottas, le plus rapide, que l'on revoit ici en légère glisse dans la partie centrale. Mais ça a tenu jusqu'au bout. Vous êtes Franck Montagny, tout proche du garage de Valtteri Bottas et de Lewis c'est pas les Hamilton. quantités d'essence, hein. Ne pas oublier ça aussi. Exactement, et ça va rentrer en toute logique ici. Ça prend pas la F1 qui a c'est aussi bien que moi que voilà. On attend la voiture. C'est peut-être du bluff de Mercedes, ils ont peut-être 10 kilos d'essence, Red Bull en a 30, tu vois. C'est les champions du monde en kit, c'est plus facile. On n'a pas de vraiment trafic, dur, on voit très simplement tout de suite où on doit s'arrêter. Son armada, elle est là. Les Donc, hommes en noir, attends, ils sont ici, on il va rentrer. Dès qu'il est là, je monte les pneus. tout de suite. Merci Franck, on attend ça avec impatience. On a La revu au FP2, même non, moment. je serai pas là pour la streamer On a par revu contre. le blocage Mais demain, de je ferai de tout. roue Et dimanche aussi. ce pilote de rue Lando Norris. Et on a surtout vu la sortie de Mazepin à 32,9, ouais, vitesse bon, au il faut encore virage chercher numéro 2 secondes, 19. mais Heureusement là aussi qu'il y avait du dégagement parce qu'on était plus loin des à pneus. voir. Voilà, il s'est fait peur. Là, c'est sûr, il s'est fait une petite frayeur. On voyait qu'il glissait déjà au virage d'avant. Donc la Haas doit pas être simple à conduire. Peut-être. On va découvrir le circuit. Le retour au stand de Lewis Hamilton, on l'observe avec vous Franck. Ces pneus arrière qui vont faire tant souffrir les pilotes. Des pneus qui sont propres, hein. Franchement ils sont très propres, il n'y a pas beaucoup de température, il n'y a pas de collerette sur l'extérieur. Pour l'instant on dirait plus que les pneus avant, surtout le pneu avant gauche, souffre un petit peu avec du graining. On va voir Bottas qui va rentrer dans la foulée en logique. On regardera ça et puis on vous en dira plus tout à l'heure pendant le débrief. On observe, on attend avec impatience effectivement de voir chez les uns et les autres l'évolution de leur composé pneumatique. Fernando Alonso de retour en piste, un gros quart d'heure avant la fin de la séance, tant mieux pour Alpine. Ça signifierait que l'alerte était peu importante malgré l'immobilisation en piste de la monoplace aux couleurs françaises. Et du coup, eh bien, un peu plus d'un gros quart d'heure donc ouais, pour Fernando Alonso. Essayer de rattraper son retard, retrouver du rythme, se mettre dans le rythme d'une piste qui en demande beaucoup, Théo. Exactement, ça va pas être simple avec 45 minutes en moins de roulage que les autres. Mais bon, Alonso a l'expérience, sur ça on peut être confiant. Alors on va voir si vous avez l'expérience du règlement. Théo, est-ce que vous connaissez l'article 23.2b, pas le A, le B du règlement sportif de la Formule 1, article 23.2b. Alors je vais me défendre. Défendez-vous, allez-y. Je suis en Formule 2 et les règlements ne sont pas pareils. Mais oui, bon. mais si allez, c'est ça. Bonne réponse. Il faut que vous connaissiez l'article 23.2b. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Il ne concerne pas Fernando Alonso, en tout cas pas pour l'instant. Il concerne bien la pénalité de Valtteri Bottas. Cet article nous dit qu'une fois qu'un élément a déjà été changé et que vous avez déjà subi 10 places de pénalité pour son changement, vous ne subissez plus que 5 places de pénalité pour les changements suivants, ce qui fait donc que ce 6e moteur ne vaut pas 10 places de pénalité, comme je vous l'ai dit par erreur tout à l'heure, mais à culpa, mais bien 5 places de pénalité à Valtteri Bottas, c'est déjà largement suffisant. Au mieux, donc, si on en restait là, s'il signait la pole position samedi, ça le ferait partir 6e sur la grille de départ. On suit Fernando Alonso, mais on suit également le retour au stand de Max Verstappen, Franck. Et
Ouais, c'est les concurrents directs. Et là, les pneus arrière, ça n'a rien à Alonso voir top par 10. rapport à la Mercedes. Bon, Regardez pour l'instant, c'est mal parti en graining tout qu'il y a, cas. On a vraiment beaucoup de peluchage sur tout le pneu. Sur l'extérieur, on a même la petite collerette. Alors vous allez me dire, lui, Après, il a voilà. fait presque 3 tours chrono, peut-être 4 tours chrono, comparé Même à s'il Hamilton qui en a s'est fait arrêté beaucoup tôt. moins avec son pneu neuf. Mais Là, il est de clairement, retour en les pneus piste, arrière donc sont il va vraiment pouvoir en quand même souffrance faire quelques ici. Et puis, tours à vous voyez son Fernando. pneu qui est complètement différent par rapport à la Mercedes. Les Et pneus au final, vu sont qu'il y a eu un en souffrance. drapeau rouge, bon, On a ça va pas circuit qui est hyper pénalisé. assez vert pour l'instant, qui manque de grip. Personne n'a pu rouler derrière. On voit en vidéo, mais là, On va clairement, voir. le pneu arrière est vraiment abîmé chez Red Bull. Pour l'instant, Ocon est dans le top 10 en tout cas. Sinon, ça finira pas les tours. Eh oui, c'est là toute la problématique. Et oui, et Red Bull il a qui rechangé connu son cette moteur, problématique. ça a On été écoute annoncé Giovinazzi. il y a un quart d'heure, 20 minutes quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Alors, il veut... Qu'est-ce qui arrive à Antonio Giovinazzi avec son casque, un problème? J'ai cru comprendre aussi. Il faut que je m'arrête, j'ai un problème. Ouais, il enlève direct. Il est en train d'enlever son casque. Le problème de Giovinazzi, c'est ce qu'il y a entre le volant et le Et dossier. il a En fait. dit il faut que je change de casque. Est-ce qu'il y a une ventilation? On sait que les casques permettent de recevoir un petit peu d'air et que les ventilations sont travaillées pour ça. Il a vraiment un souci avec son casque. Regardez, il s'en défait rapidement. Il va déconnecter la radio, bien sûr. Il n'a pas l'air d'avoir été touché par quelque chose. On pourrait toujours s'inquiéter. C'est du cinéma. Quel acteur cet Peu Italien. probable, mais on ne sait jamais. Bon, changement de casque. En tout cas nécessaire au point que Antonio Giovinazzi ne puisse pas rester en piste pour terminer son. C'est à cause de ça relais. qu'il se prend une On part seconde ici une en par bas de votre Raikkonen, je écran, pense. les courbes d'Hamilton et de Verstappen dans le Problème de premier casque. virage, cette épingle Terrible. au sommet de la butte, et on voit Hamilton rentrer avec un petit peu plus de vitesse que Max Verstappen en entrée de virage, en perdre un tout petit peu plus et ressortir. Ils sont pas loin l'un de l'autre sur les graphiques là. C'est serré, c'est serré. Mais bon, Mercedes a l'air en forme dans cette première séance. Donc Hamilton et Bottas, enfin Bottas et Hamilton en tête, donc c'est avec un gros gap en plus. Alors on sait que c'est son circuit, Lewis Hamilton, on sait que c'est un circuit Mercedes également, puisqu'ici Mercedes ils ont toujours entre des 2014 problèmes, et hein, 2019 a signé 6 pole positions, des victoires également à l'appel pour le Britannique ici, 2014, 2015, 2016 et 2017, sans oublier l'édition inaugurale de 2012 sur ce circuit. Une abeille dans le creux de mousse au niveau des oreilles. Acquis ici pour le Britannique, notamment Qui a eu ça, l'avant-dernier en toi date. Il avait empoché le 7e Chelou, l'an ça. dernier en Turquie. Le 6e, c'était ici l'année d'avant, en 2019. Bottas, le plus rapide, devant Lewis Hamilton. 45 non, millièmes d'écart entre les Mercedes. C'est Giovinazzi qui a eu ça, tu Derrière, penses? beaucoup plus loin Ça pour n'a pas l'instant. été précisé en tout cas. Et on voit les différences Peut-être, où elles hein, se c'est créent ça, entre c'est les ça. deux pilotes, avec un gros désavantage dans le deuxième Ça serait secteur. pas de bol, hein, quand Hamilton, même. il concède 2 dixièmes Et à son Hamilton qui améliore le coéquipier. deuxième Est-ce que ça peut secteur, être le troisième secteur, pardon. stratégique, alors que 45 le deuxième millième. secteur, non, c'est pas pourtant le secteur Très qui serré entre les sollicite deux Mercos. le plus les pneumatiques. C'est ça. Mais étonnant que sur ce deuxième secteur, alors il y a quand même l'enchaînement des virages 7, 8, Bon alors, 9, Ricciardo l'américain là, qui 14e. après c'est juste la ligne Bah droite. ouais. Peut-être qu'il y aurait des réglages d'aileron et de vitesse de terrible. pointe, parce que c'est le deuxième secteur. En grande partie, c'est la grande ligne droite. Exactement, donc sais c'est qu'il est fort australien. probable, un petit Ouais. peu moins d'aéro peut-être pour Bottas, très léger, mais sur une grande ligne droite comme ça avec le DRS, ça fait la différence. Donc c'est probablement ça. Ouais. George Russell qui vit ses derniers Grands Prix avec l'écurie Williams. Il rejoindra Mercedes l'an prochain. Pilote que vous observez, est-ce qu'il est de nature à vous inspirer dans son parcours, George Russell? Oui, bien sûr. Bah, il est passé chez Hard Grand Prix, voilà, en F2 en 2018. Il a été champion avec eux, et donc j'espère faire comme lui. On observe dans cette première séance les Formule 1 en piste sur le circuit des Amériques, le circuit bosselé d'Austin. Les pilotes d'ailleurs de MotoGP étaient présents il y a quelques semaines ici, s'en sont beaucoup plaints, ont beaucoup souffert et se sont inquiétés de leur sécurité à cause de ces bosses. La MotoGP qui pourrait prendre un tournant décisif ce week-end avec peut-être, et on croise les doigts pour lui, le titre mondial pour Fabio Quartararo. Il n'en est plus très loin. Grand Prix d'Émilie-Romagne ce week-end à vivre sur les antennes de Canal+.
à vivre le Grand Prix MotoGP à 14h dimanche. Ce sera sur Canal+, en direct pour peut-être un moment historique du MotoGP pour un Français. On va croiser les doigts pour Fabio Quartararo. T'as vu, Russell, c'est le shérif, hein. L'étoile du shérif sur le casque. Ils ont la moitié de la grille a apporté des nouveaux casques quasiment. Donc, vous l'auriez fait, vous, là-bas? C'est un endroit qui vous aurait inspiré? Bien sûr, bien sûr. J'adore les États-Unis et je pense que c'est un Grand Prix mythique de la Formule 1. Et Ferrari ont l'air en forme. C'est sympa, c'est toujours sympa. Pour l'instant, ça va. Allez, balle neuve, comme on dit, pneumatique neuf. Marco va faire un doublé, même si Bottas 5 places. Je suis quand même très pessimiste, hein, KD, je pourrais pas dire, mais. Cette mésaventure lui apporte, c'est qu'il sort en piste après tout le monde, donc avec une piste que les autres se sont chargés de gommer pour lui, et avec des pneus neufs. Je vous parlais de dimanche et du Grand Prix MotoGP à vivre dès 14h sur l'antenne de Canal+. Grande fin d'après-midi et soirée Formule 1 sur l'antenne de Canal+ décalée avec l'émission En Pôle dès 18h40, suivie à ne pas rater à 19h de ce documentaire consacré à Romain Grosjean et à son aventure américaine en IndyCar. Romain Grosjean, Road Trip, c'est le nom de ce documentaire réalisé par Antoine Arlot que vous découvrirez en exclusivité à partir de 19h dimanche sur Canal+ décalé. 18h05, hein, pas 19h. Un très beau road trip pour le pilote français. Il s'est planté Febro là. Ou alors c'est eux qui se sont plantés, c'était marqué 18h05. Ouais, alors leur évolution moteur à Ferrari a été plutôt bénéfique, je dirais. Donc pour l'instant, il y a du mieux. Mais il va falloir voir hein, si McLaren arrive à revenir ou pas à leur niveau. Ça va être intéressant. Pour le Mexicain de la gomme la plus dure. La gomme blanche. C'est peut-être à cause de Norris hein, finalement qui vont perdre la 3ème place chez McLaren à cause de la connerie de Norris à Sochi, hein, la victoire manquée là. Et bah ça se trouve ça va coûter cher en fin de championnat hein, à McLaren. Hein. Attention. Là aussi petit passage sur le vibreur qui vient faire une étincelle sur la pointe de l'aileron avant. Hop. Et alors Théo, qu'est-ce qu'on ne peut pas rater sur cette voiture ce week-end? Antoine Arlot. En gros sur l'aileron arrière. Acura. Est-ce que vous savez ce que c'est Acura? Acura, c'est la branche haute performance de Honda en Amérique du Nord. Franck Montagny, je dis une énorme bêtise si vous les connaissez, si je dis que vous connaissez bien Acura. Je les connais parfaitement bien, j'ai roulé ici pour eux pendant une saison en proto avec Andretti, on a pas mal gagné d'ailleurs et on était très satisfaits, c'était une très belle équipe. Il faut savoir que Acura c'est Honda, mais c'est Honda américain, c'est pas Honda comme on les connaît en Europe, donc c'est beaucoup, c'est pas difficile de travailler avec Honda en Europe, mais c'est plus difficile quand même que ce qui se passe ici aux US. Effectivement, retour sur un moment important de votre carrière là aussi Franck, et c'est vrai que ce week-end, Amérique du Nord oblige, eh bien Acura a souhaité apparaître de cette manière. On voit l'étincelle réalisée par Sergio Perez, mais qui décrit aussi une voiture très difficile à piloter dans le virage numéro 9. C'est ce virage rapide d'ailleurs duquel il ne faut pas sortir trop large, et il semble que la voiture soit très compliquée. Théo il a quand même gagné Ricardo, mais c'est vraiment... C'est pas simple, c'est très bosselé, il y a le vibreur à l'intérieur qui vous jette, et puis là, chance, quand même, avec pas mal d'essence je pense, ils font une simulation de course, c'est pas simple du tout, donc ça c'est à éviter, les petits snap oversteer comme ça, mais bon, il s'en est bien sorti. Pour l'instant, Sergio Perez est auteur du 7e temps, une 36, quasiment une 36.8. Allez, 5 minutes encore de cette séance. Verstappen, une seconde plus rapide, en une 35.8. Il va falloir sérieusement hausser le rythme, mais on a peut-être aussi complètement dissocié les programmes de l'un et de l'autre sur cette première séance d'essai libre. Il n'y a pas une seconde d'écart entre les deux hommes. Il y a un petit peu moins, heureusement, mais il reste encore trop d'écart. Alonso lui aussi a fait dessiner un casque spécial ce week-end, pas à tourner sur les États-Unis, mais il a voulu avoir une pensée aux victimes du volcan sur l'île des Canaries de La Palma. Et c'est ainsi que c'est un casque volcanique que porte ce week-end Fernando Alonso pour marquer son soutien aux habitants de cette île qui souffrent depuis plusieurs semaines de ces éruptions à répétition.
voit les vitesses de passage en courbe, vous en parliez lors de votre premier test en F1, Théo. Elles sont assez hallucinantes quand même. Hein. C'est hallucinant, c'est un truc de fou. Voilà, 228 et je sais même pas si c'est un tour de qualif, je pense pas, je pense que c'est une simulation de course. Ouais, c'est plus simulation de course, voilà. Ouais. Donc c'est impressionnant, voilà, c'est un vrai sport, la F1, il n'y a pas de doute, c'est surhumain pour moi, je trouve que c'est impressionnant, mais c'est tellement plaisant à rouler dans ces virages rapides avec ces voitures. C'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à se doubler, il y a tellement d'aéros, c'est impressionnant. Ce qui est parfois difficile à expliquer ou à faire réaliser à des personnes peut-être moins impliquées ou moins connaisseuses, alors qu'on revoit l'aspiration ici trouvée par Ocon sur son propre coéquipier, c'est que certains virages rapides nécessitent d'accepter de les passer plus vite que moins vite, parce que l'aérodynamique est de plus en plus présent plus vous allez vite, et qu'un virage qui vous semble compliqué à passer à 200 peut être plus simple à passer à 210, 220 km/h. Red Bull va falloir rectifier le tir là, parce que c'est pas terrible. Tu mets Ricardo, tu nous ensemble, t'as un deuxième team as. Plus on passe vite, après il y a une limite, tire à balles réelles. Dès qu'on passe au-dessus, on décroche, mais voilà, jusqu'à cette limite, plus on passe vite et plus ça accroche au sol. Donc c'est très dur de se dire il faut rester pied au plancher et passer ce virage à fond, par exemple, donc c'est pas simple. Quel est votre virage même quand il était chez Renault, tout ce que vous avez connu jusqu'ici? Vous avez exploré déjà pas mal de pistes internationales. Est-ce qu'il y a un virage où vous dites ah ouais, celui-là c'est mon best, c'est mon top 1? C'est pas simple, mais cette année c'est vrai que voilà, la chicane de la piscine à Monaco c'est chaud, ça va moins vite, c'est des vitesses mais c'est quand même il n'y a pas de marge. Voilà, exactement, il n'y a pas de marge, donc c'est une erreur et on est dans le rail. Donc non, Monaco c'est impressionnant, tous les virages à Monaco sont impressionnants. J'ai pris tellement de plaisir à rouler là-bas, c'était un truc de fou. Alors c'était il y a un moment déjà, mais si on toutes les déclarations sont là, week-end mais je de pourrais pas streamer les qui s'est essais, soldé par une victoire. Comment avez-vous fait, alors qu'il y a un drapeau jaune secteur 2, on va voir qui s'est fait surprendre dans le deuxième secteur. Mick Schumacher est parti à la faute au virage 12. Comment avez-vous fait avec si peu d'expérience en F2 et à Monaco pour être aussi rapidement dans le rythme à Monaco? Qu'est-ce qui s'est passé, Théo? Non, mais je vais être honnête avec vous, même moi je sais pas, j'ai juste pris du plaisir et il y avait tellement d'adrénaline, j'avais un peu peur de faire une erreur, de pas être assez vite, et il fallait que je rebondisse du week-end de Bahreïn. Et ça s'est super bien passé, et voilà, en free practice j'avais fait 14e, et en qualif on a eu 3 tours. Oh là là, 46 et au dernier, voilà, le dernier, j'ai mis 4e et demi à tout le monde. Donc, très lent. L'écart était très grand. Il y avait la pole, mais avec une marge incroyable. C'est ça, et à Monaco, j'ai pris des risques, faut être honnête. Ça a Ouais. touché parfois à quelques tours en qualif, mais c'est comme ça qu'on fait la pole à Monaco. Et c'est comme ça qu'on écrit sa propre Il y a légende. 2 millièmes derrière June et Évidemment, les regards, incroyable. il y a eu un avant et un après Monaco, Théo, pour vous, clairement. Bien sûr, clairement, ça m'a propulsé. Et après, moi, je Sur suis le resté 18e. le même Théo Pourchère. Je suis toujours dans ma Se saison prend une de F2, seconde 3 par mais Gasly. il y a clairement eu un avant et un après Monaco. Eh bien, on souhaite qu'il y ait un avant et un après cette saison de F2 avec C'est le meilleur beaucoup. résultat possible pour vous. On vit les derniers instants de cette première séance d'essai libre et oui, on va vivre Kimi, hein, tous ses ensemble dernières en victoires, nocturne c'était en sur les prochaines 2018 semaines. à Je vous le Austin. rappelle, 6 grands Quelle prix victoire en 8 incroyable, semaines à ce moment. venir. C'est le menu de cette fin de saison F1 Il a mérité cette victoire. hallucinante avec pour Depuis le temps qu'il commencer, l'attendait. eh bien, le Grand Prix des États-Unis ce week-end, 17e rendez-vous de la saison. Dans C'était 15 sa dernière jours, victoire en Grand carrière. Prix du Mexique. Une semaine après, Donc il aime le beaucoup Grand ce Prix du circuit. Brésil. Ce seront des week-ends et des Grands Prix en soirée pour nous en Europe. Et puis ensuite, pour clore le chapitre 2021 de la Formule 1, Qatar, Arabie Saoudite et Abu Dhabi, 6 Grands Prix en Perez 8 semaines. kiffe les La- peu hard, hein, visiblement. L'organisme des machines et Le mec, surtout il des tourne, mécaniciens en hard. vont être mis à rude épreuve, mais c'est ce qui attend tout le circus de la Formula One d'ici la fin Il est en train la de faire toute saison la course à Abu en hard, Dhabi. le gars. Le casque texan de Mick Schumacher. Ah oui, il a pris carrément la bosse et le trou au point de corde. Je pense qu'il y a eu un contact. Ah oui, Il y a eu un contact, je c'est pense, Perez. ouais. Eh oui. Mais il a pas pris une bosse, il Perez. raconte n'importe quoi, Eh ce oui, gros. qui aurait manqué son freinage. Alors, je vais vous montrer ça vite fait. Ah oui, lui, ça, la porte Oh, se ferme. Perez, Il y au a- secours. What an idiot. Ouais, alors les mots Il de regarde pas dans Perez ses sont miroirs. durs. C'est un peu, Il arrivait, voilà, lui Ouais, arrivait il d'un arrivait peu d'un loin, peu Mick loin, Schumacher Sergio, l'a pas quand même, hein. anticipé. Oh,
Alors que là c'est Kimi Raikkonen qui est en tête à queue à la sortie d'un endroit dangereux parce que ça sort vite à cet endroit, faut pas rester là longtemps. Alors heureusement il n'y a pas d'autres monoplaces qui arrivent, Pérez est loin donc il peut ressortir de la zone de dégagement rapidement, mais c'est sûr que quand on est à cette position on n'a pas envie d'y rester. Ça va sans trop de conséquences pour Kimi Raikkonen. Oui, c'est sûr, en Formule 1 à ce jour pour Kimi Raikkonen, c'était ici justement le pilote finlandais qui s'était imposé Kimi Raikkonen en 2018. On va revoir la manière dont son Alfa Romeo a décroché. Un peu trop de vibreurs à l'intérieur et encore voilà, c'est sur le dévers, monté comme ça, il a perdu l'arrière. Pas grand chose, les pneus sont pas trop abîmés mais bon, petite erreur. C'est une monoplace qui vous paraît grande quand vous êtes installé à bord par rapport à la F2? Bien sûr, c'est énorme. Franchement, une F1, c'est gros, les ailerons sont gros. Et même de regarder dans les rétros, là on a vu Mick Schumacher qui a refermé un peu la porte, mais Pérez qui a freiné tard aussi. Mais c'est pas simple de voir dans les rétros dans une F1. Ouais. C'est pour ça que les ingénieurs parlent tout le temps à la radio. Et eux, ils ont le GPS et ils gèrent plus comme ça. La fin de cette première séance d'essai libre. On se retrouvera donc tout à l'heure à 21h50. Bon allez, ce sera j'arrête pour ce live. Également, 21h50. Et je vous dis à demain pour la suite des événements. Je note le résultat pour vivre la deuxième séance d'essai libre. La première, et puis elle voilà. s'achève avec allez, un doublé. bonne soirée à vous. Bottas, le et plus à demain rapide, pour même d'autres s'il fait quelques frayeurs ça et là. Il s'est montré le plus rapide en 1 34 874, 45 millième